Chers amis internautes, bonjour et merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de Gros Plan. Aujourd'hui, nous parlons social, nous parlons du projet Assurance pour le renforcement du capital humain H. Et pour parler justement donc de ce sujet, nous avons sur ce plateau Monsieur Célestin Venant-Kenom. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Et comme d'habitude, pour conduire cette émission, je suis avec Arnaud Doumanhou du site d'information leportail.com. Le portail.info, justement. Pour moi. Arnaud, bonjour. Oui, cher ami Koshimo, bonjour directeur. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Agence nationale de protection sociale. Il faut dire que beaucoup ne connaissent pas trop cette agence-là. Vous pouvez nous dire au moins quelques mots d'abord sur votre agence. C'est vrai que c'est une nouvelle agence qui a été créée par le gouvernement, mais depuis 2019, pour gérer le projet Arche en réalité. Donc, le projet Arche a été géré sous forme de projet jusque-là, mais nous allons vers la phase de généralisation et il revient à l'agence de mettre en place sur le long terme toutes les activités, les services mis en place dans le cadre du projet Arche. Voilà, quand on parle du projet H, on en a beaucoup entendu parler, mais ça a été un peu difficile, je dirais, l'accouchement. Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie ce retard dans la mise en œuvre de ce projet-là? Le gouvernement, vous le savez, est très exigeant sur la qualité de ce qui doit être fait. Nous avons pris le temps de faire des études techniques. Ensuite, nous sommes passés à des phases tests, donc phases pilotes de chaque volet, avant de généraliser les services de Arche à toute la population. Ce qui fait que nous avons travaillé beaucoup sans communiquer. Et nous avons maintenant des résultats palpables qui nous permettent de communiquer sur du réel avant d'aller vers la phase de généralisation. Mais vous savez que le Arche, il y avait quand même le RAMU sous l'ancien régime. Il y avait des travaux quand même qui ont été réalisés avant l'arrivée du régime de Patrice Talon. Est-ce que ces travaux n'ont servi à rien du tout? Il a fallu pratiquement plus de 4 ans pour en arriver à la généralisation du projet Arche. Je vais vous faire sourire quand je vais vous dire qu'il n'existe aucun document technique sur le RAMU. Il y a eu beaucoup de communication autour du RAMU, mais il n'y avait pas un document technique qui encadrait la mise en place du RAMU. Il y avait la loi sur le RAMU. Finalement, qui est venue après coup. Et le gros problème également, le RAMU a lancé des activités, a vendu des prestations qu'elle n'avait pas encore. Ils ont payé pour bénéficier de l'assurance maladie pour le compte du RAMU, mais n'ont jamais bénéficié de cette assurance maladie. Vous le dites que dans le fond, rien n'avait été véritablement fait en ce qui concerne le RAMU. Je ne sais pas si vous pouvez trouver 2 Béninois qui ont bénéficié de l'assurance maladie du RAMU. Alors actuellement, avec le projet H, est-ce que c'est une rupture totale avec le RAMU ou qu'est-ce qui a été véritablement? C'est une rupture totale. Je vous dirais simplement que c'est presque des choses à ne pas comparer. Nous, on n'en parle plus parce qu'avec l'aide de l'USAID, nous avons mené une étude approfondie sur le processus RAMU. Les conclusions sont claires. Il n'y avait presque rien à tirer. Par contre, ils avaient des ressources humaines, des compétences avérées qui nous ont accompagnés. Mais techniquement, le projet lui-même n'avait pas une base solide. Mais comment on peut expliquer ça? Bon, c'était le mécanisme de fonctionnement d'une autre époque. Alors aujourd'hui, avec le H, qu'est-ce qui est fait pour qu'on n'en arrive pas donc, à ce schéma donc, du RAMU quelques années plus tard? Comme votre collègue Arnaud vient de le dire, nous avons pris le temps de réfléchir. Il y a des études techniques. Il y a des études de faisabilité et d'évaluation financière de ce que nous voulons faire. Ce qui ne vous a pas certainement échappé. Et dans le PAG, vous avez dû voir qu'il y avait une projection de financement de l'ordre de 313 milliards pour Arche. Il a fallu analyser dans tous les détails possibles tout ce qui pouvait être fait dans ce cas pour assurer la pérennité du processus Arche, ce qui a été fait. Et on aurait pu lancer une généralisation à tout va, puisque les ressources financières existaient. Le gouvernement a exigé qu'on ait de la méthode, qu'on teste à petite échelle tout ce qu'on veut faire à l'échelle nationale. Et c'est ce qui a été fait pendant plus d'1 an maintenant. C'est vrai, vous ne savez peut-être pas que à Djougou, à Waké, à Kopargo, à Dassa, à Glazoué, des milliers de Béninois ont bénéficié de l'assurance maladie depuis plus d'1 an. Ils sont les premiers au Bénin à détenir la carte d'identité nationale biométrique. Et donc, dans nos villages reculés, les gens ont bénéficié de l'assurance maladie de Arche, sans tambour ni trompette. On a évalué ce processus, on les a écoutés et on a tiré les leçons. C'est au regard des conclusions qu'on a présentées au gouvernement
que le gouvernement nous a autorisé à aller vers une phase de généralisation de l'assurance maladie au profit de nos populations. Oui, mais la santé, c'est un secteur prioritaire. Pourquoi des privilégiés lorsqu'on parle de la santé, alors que lorsqu'on parle de l'éducation, c'est pour tout le monde? Oui, c'est pour tout le monde. Mais ici, dans le secteur de la santé, le problème qu'on a craint, si on ouvre l'assurance maladie tout de suite à ceux qui connaissent déjà l'utilité de l'assurance maladie, on serait tellement envahi qu'on courrait le risque d'oublier ceux pour qui le gouvernement veut travailler prioritairement. Le gouvernement dit travailler prioritairement pour les plus démunis qui n'ont pas accès d'ordinaire aux services de protection sociale de l'État. Cette fois-ci, nous avons pris le temps d'aller les chercher pour leur offrir ces services. Et après, on va ouvrir ces services à ceux qui comprennent le bien fondé et qui tapent déjà à notre porte depuis plus de 2 ans pour venir dans Arche. Mais le gouvernement estime qu'il faut donner priorité aux démunis qui autrement meurent faute de 2500 francs, de 3000 pour se prendre en charge pour un simple paludisme. Certains meurent dans notre pays pour ça. Comment en êtes-vous arrivé à faire la différence entre pauvres, extrêmes pauvres, démunis, alors que tout le monde est pauvre dans le pays? A bon, priori. Exactement. Si on n'avait pas adopté une démarche scientifique, tous les Béninois se déclareraient pauvres. Et on en trouve les fonctionnaires, même les hauts cadres. Dès que vous dites que ce sont les pauvres qui sont les privilégiés, ils disent ah oui, mais nous aussi on est pauvres. Non, il y a une démarche scientifique et qui a été adopté et validé par le gouvernement, qui se déroule en 3 étapes. Dans une première étape, on va dans les communautés à la base. On met en place ce qu'on appelle un comité villageois d'identification donc des pauvres. Et au niveau de tous les hameaux du Bénin, on a fait cet exercice. Et avec l'aide des centres de promotion sociale, les CPS, on a dressé la liste village par village de tous les ménages en situation de pauvreté. Après cette étape, on a convoyé les listes de ces ménages vers l'INSAE, l'Institut national de statistique et d'analyse économique, qui nous a accompagnés à faire maintenant l'enquête à domicile de chaque ménage pour évaluer le nombre de personnes membres du ménage, la condition réelle de vie du ménage, son cadre de vie, ses revenus. L'INSAE a évalué tout ça et calcule enfin un score qui nous permet de dire si vous êtes au-delà de 50% de ce score, apparemment, vous n'êtes pas pauvre éligible au financement public gratuit. Par contre, ceux qui sont en dessous de ce score de 50 sont considérés comme des pauvres extrêmes que nous pouvons prendre en charge. Après quoi, nous dressons la liste de ceux qui sont maintenant éligibles, considérés comme pauvres extrêmes au regard des calculs techniques, et nous repartons dans les communautés. Nous faisons une assemblée villageoise. Nous réunissons tous les ménages potentiels qui sont sur la liste ou pas, et nous leur demandons de confirmer eux-mêmes le statut qu'on vient de donner à chaque ménage. Parce qu'évidemment, au cours de cet exercice, certains ménages sont sortis de l'eau, parce qu'ils ont des moyens au-delà de ce qui est admissible pour être considéré comme pauvre extrême. Et donc, sur place, dans les milieux, on nous dit « Ah oui, tel ménage, vous avez très bien fait, ils sont pauvres, comme vous l'avez dit. Par contre, tel autre que vous avez sorti de votre liste prétestant qu'ils ne sont pas pauvres extrêmes, sont bien pauvres extrêmes parce qu'ils sont en situation comparable à tel autre ménage de votre liste. » Et de façon unanime avec les populations, nous insérons de nouvelles personnes ou nous retranchons. Des gens nous disent également que mais telle personne que vous considérez comme pauvre, il y a 1 mois, son enfant lui a fait une moto, il fait du zémidian, et par conséquent, il n'est plus comme nous, pauvres extrêmes. Et unanimement, on mais comment vous vérifiez ces informations? Parce qu'on ne griffe pas jalousie, on peut... Non, c'est en assemblée générale, en assemblée villageoise populaire. Tout le monde a le droit d'y participer. Et généralement, il n'y a pas de contestation quand les gens décrivent cela. Ou tel a déjà trouvé un job de taximan et il vit mieux. Depuis 3 mois que vous êtes passé, il n'a plus le même problème que nous. Hein. Il est devenu chauffeur de taxi. Donc, on ne peut plus le considérer comme nous autres pauvres extrêmes. Et on le sort de la liste. Alors, c'est un exercice véritablement participatif. Et ce n'est pas qu'on reste dans des bureaux et puis on identifie des noms. Non, c'est un exercice participatif qui implique les populations à la base elles-mêmes. Alors, ces personnes, comment est-ce qu'elles arrivent à tirer donc profit? C'est-à-dire, dès que vous avez la carte, comment est-ce que ça se fait sur le terrain, dans la réalité, dans les hôpitaux? À l'occasion de la distribution des cartes, nous leur indiquons à peu près leurs droits et les usages de la carte. Et comme les publicités sont passées sur les télés, vous allez dû l'entendre, c'est vraiment la carte du RAVIP, c'est une carte à tout faire. Rien que pour Arche, vous avez 4 services auxquels la carte donne accès. Donc,
dans le cas de l'assurance maladie, lorsque vous détenez notre carte biométrique de RAVIP, il y a ce qu'on... Vous parlez de la carte d'identité nationale biométrique. C'est la même carte. Donc, la carte d'identité nationale biométrique, c'est ça qui sert à faire l'assurance maladie pour Arche. Et sur la carte, comme c'est une carte à puce, nous avons ce qu'on appelle un conteneur qui détient les informations sur Arche. Ceux qui sont assurés ont une mention sur leur carte de la date de démarrage de leur assurance et la date d'expiration de leur assurance. Et dans les centres de santé, dès que vous amenez votre carte, ils vous identifient. Et bientôt, le gouvernement nous a autorisé à acquérir des lecteurs d'empreintes biométriques pour permettre aux gens de valider de façon certaine le propriétaire de la carte. Sinon, aujourd'hui, certains malins peuvent prêter des cartes, faire du faux avec leurs cartes, mais d'ici quelques jours, vous aurez dans les centres de santé qui accueillent les malades, les lecteurs d'empreintes biométriques. Vous venez, vous insérez votre carte, vous validez votre empreinte et le médecin traitant doit s'assurer que c'est le détenteur de la carte qui est en face et qui doit être soigné. Et ça limite complètement les fraudes à l'assurance maladie qui est un risque que nous craignons. Quand vous allez dans les centres de santé avec votre carte Arche, vous avez droit à une consultation gratuite pour toutes les pathologies que vous pouvez avoir. En médecine générale, consultation gratuite. Vous avez droit à un certain nombre de prises en charge pour une liste de 26 pathologies et actes de médecine. Lorsque la pathologie dont vous souffrez est dans la liste de nos 26 pathologies, vous avez droit à toutes les analyses qui entourent cette pathologie. Et après, on vous donnera gratuitement les médicaments pour votre prise en charge, sans aucun franc. Des milliers de Béninois en ont déjà bénéficié et peuvent témoigner. Après ce processus, les centres de santé nous convoient les factures. Nous sommes en alliance avec les cadres de l'Agence nationale d'assurance maladie qui avait un mécanisme de traitement informatique donc, de ces factures, qui les traite et nous font le point. Et l'Agence nationale de protection sociale, ANPS, dont j'ai la charge, assure les paiements de toutes les factures. Alors, la carte, lorsque vous recensez, vous faites le recensement, les foyers, au niveau du foyer, la carte, qui détient la carte, ou tous les membres de la famille ont chacun une carte, ou oui. Qui détient la carte? Puisque c'est la carte d'identité nationale biométrique, c'est une carte individuelle. Oui. Et systématiquement, tous les membres d'une famille pauvre ont droit à une carte biométrique. Ce qui fait que pour la phase pilote, nous avons distribué à peu près 105 000 cartes biométriques dans les 7 communes pilotes. Au niveau de la liste des pathologies, est-ce que c'est juste de la toux, la fièvre qui ne coûte pas beaucoup est-ce que quand il y a une pathologie sérieuse, est-ce que c'est pris en compte? Oui. La stratégie du gouvernement a été de dire, nous prenons en charge dans un premier temps 75% des affections les plus courantes et qui touchent le plus grand nombre de nos populations. Vous savez, constatation du paludisme, c'était 40% au minimum des affections dont souffrent les gens. Dans la phase pilote, on s'est rendu compte que c'est 66% de nos bénéficiaires qui ont présenté des cas de paludisme. 66%. Et donc, on s'est réjoui de savoir que, en prenant en charge dans notre panier de soins le paludisme, on a très bien fait. Parce qu'on avait ciblé 75% des affections les plus courantes qui touchent le plus grand nombre de monde. Deuxième affection, ce sont les infections respiratoires qui touchent beaucoup les enfants, qui tuent les enfants. Et le gouvernement a donc accepté qu'on mette ces affections dans notre panier de soins de base. On a très bien fait. L'asthme, par exemple? Non, l'asthme est une maladie chronique, c'est presque une allergie. Les médecins vous diront que c'est presque une allergie qui vient de façon cyclique. Et non, les infections pulmonaires, les bronchites, les bronchiolites, ce sont des infections pulmonaires qui parfois tuent les enfants. Ces infections sont prises en charge. Il y a des infections ORL également qui tuent les enfants. C'est pris en charge. Quand vous avez un traumatisme des membres, fractures, bras cassés, pieds cassés, etc., les interventions chirurgicales qui vont avec et les plâtres, enclouages et consorts sont prises en charge par Arche. Les accouchements simples
sont prises en charge. Les césariennes également sont prises en charge de bout en bout. Vous ne payez rien, tout est pris en charge par Arche. Donc nous avons un certain nombre d'affections courantes qu'on rencontre régulièrement et qui touchent évidemment une grande partie des pauvres qui ne sont pas en mesure de les prendre en charge. Et ces affections sont éligibles dans notre panier. Et qu'en est-il donc des cas d'accident? Parce que vous savez, dans nos hôpitaux, généralement, lorsqu'il y a des accidentés, des fois où vous les voyez traîner dans le couloir parce qu'on attend les sous pour les premiers soins, est-ce que le projet ne dit rien par rapport à ça? Quand vous dites un accidenté, ce n'est pas la pathologie. Et ce qu'on va rechercher, est-ce qu'il a une fracture? Oui, c'est pris en charge. Est-ce qu'il a des blessures? Oui, c'est pris en charge, etc. Et donc, un cas d'accident avec blessure, avec fracture, évidemment, H prend ces affections-là en charge. Alors, le projet H, ce n'est pas que le volet sanitaire. Alors, il y a d'autres volets également qui sont exécutés au niveau donc de ce projet-là. C'est vrai qu'actuellement, c'est l'assurance maladie qui est généralisée. Il y a d'autres volets qui sont en phase pilote. Comment est-ce que... Alors, à quel niveau vous en êtes à ce niveau-là? Sur le volet formation, qui est l'autre service du projet Arche, nous avons lancé la phase pilote en fin d'année dernière. Et dans 8 communes pilotes, nous avons des conseillers Arche Formation qui sont à la tâche en train de recenser les artisans, clarifier leurs besoins de formation et d'ici quelques semaines, nous allons déployer les formations en direction de ces artisans. Pour la phase pilote, le gouvernement a autorisé qu'on fasse l'expérimentation sur à peu près 22 corps de métier, la maçonnerie, l'électricité, le jardinage, les poseurs de pavés, les menuisiers, les électriciens, les menuisiers aluminium, menuisiers bois, etc. Ce sont des métiers qui sont ciblés. Parce que dans le cadre de l'exécution du programme d'action du gouvernement, le PAG, certains projets ont souffert de manque de compétences. Et donc, ce qui nous a poussé à accélérer la démarche pour aller vers des métiers cibles qui seront très utiles et très rapidement pour toutes nos communes. Parce que dans certaines communes reculées du centre ou du nord, il manque de la main-d'œuvre qualifiée pour les œuvres. Et c'est pourquoi, dans le cadre donc, de cette phase pilote, nous avons ciblé Abomey, Djougou, Parakou, Diakotome, Lokossa, Calavi, Cotonou, Porto-Novo, etc. pour accueillir la phase pilote de la formation. Et dans quelques mois, d'ici quelques semaines, peut-être que nous allons vous convier aux activités réelles de formation de nos artisans sur le terrain. En ce qui concerne l'autre volet, le volet crédit, nous avons déjà réalisé depuis plus d'1 an avec le Fonds national de microfinance une expérimentation de la finance digitale en direction des commerçants. Mais la cible de Arche va au-delà des commerçants. Nous ciblons les agriculteurs, les transporteurs, évidemment les commerçants, les artistes et beaucoup d'acteurs qui sont dans l'informel. Nous les ciblons. Et donc, nous avons prévu des produits de crédit adaptés à leur métier et à leurs conditions de travail. Quelle différence peut-on faire entre ce crédit et le crédit qu'octroie le fonds? Bon, ils n'ont pas les mêmes spécificités. Nous, on veut prendre le risque d'accompagner un paysan, par exemple, et de lui donner le temps de vendre sa récolte avant de venir payer le crédit dans Arche. Or, de façon mécanique, les institutions de microfinance vont vous dire, quand on met en place un crédit, ils peuvent vous accorder un différé d'1 mois, de 2 mois, mais après, vous commencez pas à payer systématiquement. Mais nous, après étude de ces différents secteurs, on s'est rendu compte qu'il y a un cycle de production et de revenus lié à l'agriculture. Il y a un autre cycle lié au commerce, il y a un cycle pour les artisans, il y a un cycle pour les transporteurs. Donc, notre crédit sera remboursable par cycle de chaque activité, mais également le taux d'intérêt est modulé en fonction de votre secteur d'activité. Si le gouvernement décide de booster l'agriculture, on peut donner des crédits à taux zéro aux agriculteurs. Et ce ne sera pas le cas pour le menuisier. Et donc, cela ne vous a pas échappé que le gouvernement a organisé le recensement des artisans. C'est bien pour servir la cause de Arche, parce que dans le cadre de l'octroi des crédits, dans le cadre des formations, nous avons besoin de savoir qui est menuisier, qui est agriculteur, qui a droit à tel type de formation et qui peut accéder à tel type de crédit. Est-ce qu'il n'y a pas une discrimination, créer un peu de vous pouvez l'appeler plutôt une discrimination positive.
en fonction de la politique du gouvernement. Si vous voulez booster un secteur, donnez des incitations à ce secteur. Si vous voulez booster l'agriculture, faites des facilités aux agriculteurs. Vous allez voir, vous aurez les résultats. Les individus répondent aux incitations. Alors, le problème fondamental également, c'est la question de la généralisation. Ouais. Parce que tout ça, c'est dans le futur. Parce que la pureté, c'est la santé. Et même encore là, pour la santé, quand est-ce que tous les Béninois pourront bénéficier? Parce que vous savez que les fonctionnaires, déjà, ils ont la prise en charge sanitaire. Et plusieurs pays qui expérimentent l'assurance maladie font en sorte que tous les citoyens, quand même, puissent quand même avoir une certaine facilité d'accès à l'assurance maladie. Quand est-ce que tous les Béninois, de façon générale, pourront être des bénéficiaires du POSI H? Je peux vous rassurer que d'ici la fin de l'année, tous les Béninois auront accès à l'assurance maladie de H. Mais ce qui va se faire également, c'est que les Béninois auront la possibilité d'aller acheter désormais l'assurance maladie auprès des compagnies d'assurance maladie, auprès des compagnies d'assurance qui feront, à partir de cet instant, des prix plus bas. Nous allons ouvrir H. Et comme je vous l'ai dit, le gouvernement donne une priorité aux plus démunis. On veut s'assurer que les plus démunis de notre pays ont une assurance maladie. Les plus nombreux ne sont pas les plus démunis. Donc, c'est pourquoi les Béninois qui vous suivent et qui ont quand même envie de bénéficier. Mais c'est eux qui risquent de mourir s'ils n'ont pas une assurance maladie. Le cas est déjà réglé. Donc, bon, on est en train de finir de régler le cas. En parlons maintenant de ceux-là, les Béninois qui ne... Un travail en cours. Et c'est l'État qui a commandé pour que tous les fonctionnaires, tous les membres des institutions, tous les élus, donc tous les ayants droit de l'État, ceux qui dépendent de l'État, puissent obtenir leur assurance maladie. Et l'État envisage faire l'obligation à tous les employeurs, même du secteur privé, de souscrire à une assurance maladie pour leur personnel. Et enfin, ceux qui en ont les moyens, ils viendront acheter eux-mêmes leur assurance, soit auprès de l'agence ou soit auprès des compagnies d'assurance privée. Donc, d'une manière ou d'une autre, bientôt, on serait obligé d'avoir une assurance maladie au Bénin. Et c'est ça qui va garantir la santé pour tous. Et on va obtenir une couverture sanitaire universelle au Bénin. Et ça va être fait très rapidement. Ce qui est en train d'être fait dans le cas de H, je peux vous assurer que c'est une révolution qui est en cours. Quand vous allez voir les effets d'ici la fin de cette année, vous serez heureux d'être béninois. Le procès qu'on fait également aux agences, c'est que les agences piétinent parfois des attributs, des prérogatives de certains ministères. Lorsque vous, au niveau de l'agence, vous investissez dans la formation des artisans, par exemple, que fait le ministère de la culture ou de l'artisanat ou même de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle. Oui, bon, c'est un gros mot de dire que nous faisons de la formation professionnelle. L'agence est dans une dynamique de faire. L'agence mobilise les moyens pour garantir que les artisans ont accès à une bonne formation. Nous sommes en partenariat avec le ministère de l'enseignement technique, le ministère de l'artisanat. Ils sont membres du comité technique de pilotage du volet formation de Arche. Pour le volet assurance maladie, par exemple, nous sommes en partenariat avec le ministère de la Santé qui pilote. Nous sommes dans le rôle d'un bailleur organisateur. Nous payons pour le compte de l'État la formation au profit de ses ayants droit. Mais nous ne sommes pas une agence qui fait les services. Nous achetons les services auprès des autres. C'est le ministère de la Santé qui offre les services de santé. Et nous payons pour le compte de l'État pour nous assurer. C'est pareil pour le volet enseignement technique. Ce sont nos lycées techniques qui vont faire les formations. Nous payons et nous donnons le droit d'aller superviser la qualité de ce qui se fera. Et ce ne se fera plus comme par le passé. Ce sont des gens bien ciblés, connus, identifiés comme artisans de tel secteur qui iront bénéficier. Et là encore, on aura notre dispositif biométrique pour nous assurer qu'ils forment effectivement les gens qui ont leur carte et qui sont prévus pour être bénéficiaires de ces formations. Et quel peut être le suivi après? Parce que quand vous finissez de former, comment est-ce que vous arrivez finalement à vous assurer que... Dans tous nos processus, il y a un mécanisme de suivi-évaluation. Nous avons des indicateurs de suivi. Et à la fin de chaque phase, par exemple, nous lançons aussi bien une enquête interne pour s'assurer que ce qui est prévu est fait. Et par la suite, pour éviter toute suspicion, nous demandons à des partenaires extérieurs de nous accompagner pour faire une évaluation externe. Ça a été le cas pour le volet assurance maladie, ce serait le cas pour tous les autres volets. Je parlerai de l'importance de la mise en place d'une agence.
lorsque vous savez que par le passé, au début, premières heures de la démocratie chez nous, on a fait cette expérience-là, et les résultats n'ont pas été tout à fait concluants, sans doute. C'est pourquoi on est revenu après. Et aujourd'hui, le gouvernement remet en selle la mise en place des agences. Quelle est votre lecture par rapport à l'efficacité des agences de façon globale? Et quand vous connaissez la lourdeur administrative, il n'y a rien de mieux que le système des agences pour aller plus vite. J'ai fait l'expérience. Sous la version projet, on avait des obligations donc de passer un certain nombre de procédures administratives à travers les ministères. Nous savons le temps que ça prend. Vous pouvez passer 6 mois rien que pour passer un seul marché. Si vous avez une activité à dérouler, vous passez 6 mois à passer le marché, vous vous rendez compte que vous vous retrouvez facilement en fin d'année et sans avoir exécuté l'activité prévue pour être exécutée au mois de février. Les agences ont une certaine autonomie qui leur permettent de se doter de personnes responsables de marché public, de se doter de contrôleurs de marché, etc. et alléger les mécanismes de passation ou aller plus vite puisque les gens vont se concentrer sur leurs activités internes. Un ministère, c'est vaste, c'est beaucoup d'activités et généralement, très rapidement, les personnes responsables des marchés publics dans les ministères sont submergées des marchés et ça ne circule pas. Ce qui fait que quand vous avez la chance d'être dans une agence, vous avez une certaine capacité de mobiliser un personnel restreint et de faire le plus rapidement possible toutes les activités, les actions prévues dans le cadre de l'agence. Alors, le projet H, quels sont dans la conception, quels sont les éléments qui ont été mis en place pour que dans quelques années, parce que vous savez, nous sommes dans un pays où quand on a généralement donc des changements de régime, changements de système de gouvernance, on a tendance à mettre de côté ce qui a été déjà fait. Est-ce qu'on a réfléchi pour que le projet puisse donc survivre ou vivre à long terme? Et bien évidemment, ça a été l'une des grandes préoccupations dès le début. Quand nous avons échangé aussi bien avec les parlementaires, les membres du Conseil économique et social, cette préoccupation est revenue. Le gouvernement a pris toutes les garanties pour que H dure dans le temps, d'où la création de l'agence. Mais également, le gouvernement a prévu des mécanismes de financement du projet à long terme. Des ressources seront sécurisées pour le projet H. On a vu, comme je l'ai dit, les lacunes de l'ancien dispositif, ce qui nous permet aujourd'hui de prendre des garanties pour que H dispose de ressources sur le long terme. Et même ce qui est envisagé à long terme, tout le mécanisme doit s'autofinancer. Et ce n'est pas pour rien que nous avons fait un mixte de 4 services qui sont en synergie, qui permettent aux individus de sortir de leurs conditions de pauvreté. Lorsque vous offrez à un pauvre la possibilité de se soigner gratuitement, d'être formé, d'améliorer ses compétences, d'avoir accès à un crédit pour gagner d'autres marchés et étendre ses activités, et ensuite d'être capable de cotiser pour ce vieux jour, vous voyez que vous le sécurisez maintenant et pour longtemps. Quand il serait vieux, quand il aura 60 ans, 65 ans, 70 ans, et il ne sera plus capable d'aller au champ, il aurait préparé une retraite. Même si maudit que ce soit-elle, ça aurait été le fruit de ses propres efforts et l'État serait soulagé de savoir qu'il aura dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, moins de personnes à charge et aura plus de personnes capables de payer par elles-mêmes leur prise en charge. Et c'est ça l'idée. Donc le mécanisme est bien pensé pour que H puisse voler de ses propres ailes avec le moins de financement public possible. L'assurance retraite, comment ça va se faire concrètement? L'assurance retraite est prévue pour être réalisée sous un mécanisme de capitalisation. Vous cotisez pour votre retraite. Des fonctionnaires peuvent décider de venir cotiser à H pour bénéficier d'une retraite complémentaire. Parce que ce que vous cotisez sera placé et vous garantit, l'État vous garantit un certain niveau de revenus après une certaine période. Et c'est proportionnel à vos cotisations. Donc si vous cotisez pendant 10 ans, et vous pourrez bénéficier, après votre retraite, de 10 ans de prise en charge, vous pouvez décider de bénéficier pendant 20 ans de prise en charge, et c'est en fonction de votre désir que vos rentes mensuelles seront calculées et vous aurez droit à votre retraite suivant vos désirs. Ça ne fait pas une concurrence avec les structures qui font déjà le boulot en place? Non. Peut-être que cela vous a échappé au début, j'ai commencé par dire, l'État s'intéresse aux plus démunis. 2, l'État veut sortir les acteurs du secteur informel de leur précarité. Aucune structure aujourd'hui ne s'intéresse prioritairement aux acteurs du secteur informel. Les agriculteurs n'ont pas de retraite. Les commerçants n'attendent pas
travaillent pendant longtemps, sont très riches, et à 60 ans, 70 ans, vous les voyez grabataires, malades, et sans prise en charge. Ceux-là, aujourd'hui, l'État veut les accompagner pour que, lorsque vous êtes dans la fleur de l'âge, lorsque vous êtes actif, vous puissiez préparer vos vieux jours avec l'accompagnement de l'État maintenant. Oui, il y a des maisons d'assurance qui essaient déjà de faire la chose. Et qui ne parviennent pas. Et quand on a fait l'exercice, moins de 10% des Béninois accèdent aux mécanismes de protection sociale. Moins de 8% ont l'assurance maladie. Et donc, vous comprenez avec moi qu'on a 92% de nos concitoyens qui payent directement de leur poche tous les cas de maladie. Alors que dans un mécanisme de synergie, dans un mécanisme de couverture sociale, à moins de frais, vous prenez en charge. Il suffit seulement qu'on s'entende, que tout le monde cotise sa part, et quand quelqu'un est malade, cette personne est prise en charge totalement. À quel le budget aujourd'hui affecté, en tout cas les ressources disponibles aujourd'hui par rapport à chaque volet? Rien que pour la phase pilote du volet assurance maladie, le gouvernement a décaissé 2,855 milliards. Pour la phase pilote l'année dernière, donc du volet formation, c'est à peu près 569 millions. Pour le crédit, pour cette année, c'est 10 milliards. Pour l'assurance maladie, c'est 8 milliards pour 2021 parce que nous allons vers la généralisation. Donc pour cette année, le gouvernement a autorisé 18 milliards pour le volet, pour le secteur ARCHE. Donc vous comprenez à quel point le projet ARCHE tient à cœur au chef de l'État. Et toutes les activités qui concernent le projet ARCHE sont supervisées directement par un comité des ministres qui rencontre régulièrement au chef de l'État, qui suit de très près l'évolution du projet ARCHE. De par le passé, avec les mutuelles de santé, il arrive que ces mutuelles s'essoufflent parce que après les gens n'arrivent pas, on gonfle les factures de soins et puis ça crée problème. Ou bien on dit mais non, on n'est plus en mesure de payer à temps les frais de soins. Comment est-ce que vous avez pu penser à régler ces problèmes-là? ARCHE est assis sur une enveloppe financière suffisamment solide pour ne pas arriver à ces situations. Ce que je ne vous ai pas dit, l'année dernière, quand on lançait la phase pilote dans l'année surpassée, même déjà 2019, dans les communes pilotes, ARCHE a doté les centres de santé de 100 millions de francs de CFA de médicaments. Et nous sommes déjà en train d'élaborer les factures pro forma pour offrir, on a 14 communes qui vont recevoir, donc depuis le lancement de la phase de génération, 14 communes qui vont recevoir les services de ARCHE. Et pour le compte de ces communes, nous avons commandé 100 millions de francs de CFA de médicaments. En général, ce sont les médicaments liés aux affections de notre panel de soins. Pour que si un malade bénéficiaire de ARCHE se rend dans un centre de santé, qu'on ne lui dise pas qu'on n'a pas le comprimé, qu'on n'a pas le médicament pour te prendre en charge. On veut s'assurer que dans tous les centres de santé publics et confessionnels qui sont partenaires du projet ARCHE, on puisse disposer en continu de médicaments pour la prise en charge de tous nos bénéficiaires. Et c'est 100 millions de médicaments qui seront déployés dans les centres. Donc, vous voyez que, au contraire, ce sont les centres de santé qui vont nous devoir de l'argent plutôt que nous leur devoir de l'argent. Alors, est-ce à dire que tous les centres de santé publics ne sont pas automatiquement partenaires? Oui, les centres publics sont d'office partenaires. Et les centres confessionnels, oui. Mais pour le moment, ce sont plutôt les centres de santé privés qui ne sont pas encore partenaires au projet ARCHE. Parce que nous avons pris le temps d'analyser les coûts réels dans les centres de santé au cours de la phase pilote. C'est au regard de ces normes que nous pouvons rentrer maintenant en négociation avec les centres de santé privés pour voir si ces centres peuvent nous accompagner. Et vous avez parlé des cas de fraude, de surfacturation. C'est ce qu'on pourrait observer si on prenait tout le monde tout de suite. Et c'est pourquoi on a de façon méthodique organisé le dispositif pour s'assurer qu'on maîtrise les coûts, qu'on encadre le comportement des bénéficiaires avant d'ouvrir à d'autres. Oui, c'est seulement le comportement des bénéficiaires, c'est beaucoup plus le comportement des agents. Exactement, il y a le comportement des agents. Et parlant des comportements des agents, on ne dirait pas seulement les cas de fraude et consorts. On a le problème de l'accueil des bénéficiaires d'assurance maladie. C'est vrai, ça s'améliore dans les centres de santé, mais lorsque quelqu'un vient avec sa carte, cela impose à l'agent de remplir des fiches et de faire un certain nombre d'activités. Et donc, les agents préfèrent, et surtout qu'il n'y a pas de liquidité à brasser, on préfère prendre en charge ceux qui ont de la liquidité et pour qui on n'a pas de fiches, des tonnes de fiches à remplir. Comme s'il vient faire du gratuit, donc on les laisse d'abord. Malheureusement, alors que ce sont des gens que l'État considère aujourd'hui comme des privilégiés.
Parce qu'il faut tendre la main à ceux-là pour qu'ils sortent de leur situation et tout le monde serait heureux. Et que faites-vous pour corriger cette situation? On organise en collaboration avec le ministère de la Santé des cycles de formation et des entretiens avec le personnel soignant. On a les cadres de l'Agence nationale d'assurance maladie qui font ce travail avec nous. On va contractualiser très bientôt avec des ONG, des mutuelles pour nous accompagner dans ce processus pour que vraiment on puisse bien accueillir les détenteurs de cartes Arche. Parce que bientôt, les fonctionnaires auront les cartes d'assurance maladie Arche et iront dans les centres de santé. Donc ce ne sera plus que des démunis, mais bientôt vous aurez des fonctionnaires, vous aurez des salariés du privé qui viendront avec leurs cartes. Et donc, si vous ne savez pas traiter les gens, vous allez faire l'erreur de les considérer comme des pauvres. Les pauvres ont été les premiers bénéficiaires, mais tout le monde passerait par là. Les mutuelles de santé, est-ce qu'ils ne devaient pas être associés en amont de ce processus-là? Parce que vous savez que dans la mise en œuvre, en tout cas, vous avez dit que rien n'a été fait pour les RAMU, mais pour ceux que nous avons suivis, ils étaient les premiers associés. Comment vous avez fait la collaboration? On s'est passé avec ces mutuelles de santé? Alors, non seulement que nous avons également obtenu une étude d'évaluation sur le potentiel des mutuelles, on les a rencontrés, on a discuté, et nous voulons prendre des garde-fous parce que nous avons tiré les leçons du passé et nous avons également vu ce qui s'est passé dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, qui très ont embarqué des mutuelles dans leur dispositif et avec le temps, on commençait pas à reculer. Parce que ça a commencé par leur coûter plus cher que prévu. Mais quand vous installez de mauvaises habitudes, vous savez qu'on a du mal à revenir en arrière. C'est pourquoi nous, on veut prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Nous sommes pour parler avec les mutuelles. On a l'accompagnement de l'USAID à travers leur projet ACS pour encadrer tout ça. Nous voulons des partenaires extérieurs pour regarder avec nous qu'est-ce qu'on peut confier aux mutuelles, qu'est-ce que les mutuelles peuvent nous aider à faire. Et tout ça, c'est un cours d'analyse. Et vous savez que les mutuelles, il y a des mutuelles qui bénéficiaient déjà de l'aide des partenaires techniques et financiers. Mais ceux-là, quand même... Et leur lacune que tout le monde déplore, c'est que dès la fin de l'assistance des partenaires techniques, les mutuelles retombent dans leur ancien travail. Plus de financement. Plus de financement, plus d'activités. Certaines mutuelles n'ont pas su capitaliser vraiment l'apport des partenaires. Mais j'avoue que les mutuelles sont de plus en plus organisées. Les mutuelles ont des fêtières avec lesquels nous travaillons. Nous sommes en pour parler avec les fêtiers, les représentants donc des mutuelles, et nous sommes en train de préparer des cycles de discussion pour voir quel accompagnement les mutuelles peuvent avoir dans le cas de Arche. Bien entendu, l'agence nationale ne peut pas être dans tous les villages possibles. Or, nous pouvons identifier des mutuelles par localité pour appuyer les actions de Arche. Ne serait-ce que pour la communication, pour l'accompagnement, pour la plainte des bénéficiaires. Si nous avons des mutuelles pour nous appuyer et remonter l'information, ce serait que tout bénéfice pour l'agence. Est-ce que les mutuelles vont disparaître au profit de Arche? Parce que là, les mutuelles avaient déjà des membres qui ont des cartes pour bénéficier. Les mutuelles auront même intérêt que leurs membres adhèrent à Arche et que par la suite, eux, ils puissent jouer le rôle d'encadrement pour le compte de Arche. C'est-à-dire, vous prenez en griffe leurs clients et elles viennent jouer après le rôle d'encadrement? Nous ne prenons pas forcément leurs clients. Si vous voulez qu'on laisse des clients de côté et qu'on aille prendre ceux qui ne sont pas seulement dans les mutuelles, et ce seront les premiers à crier pour dire mais ce n'est pas parce que nous sommes dans des mutuelles que nous n'allons pas bénéficier de l'aide de l'État. C'est pourquoi nous ne faisons pas de discrimination à ce niveau. Tous ceux qui sont éligibles à l'aide de l'État viendront. Les autres, les mutuelles peuvent continuer par vendre. Les mutuelles peuvent dire, écoutez, moi je vends l'assurance maladie de Arche avec certaines conditionnalités et j'en assume la gestion. Si les mutuelles en ont la capacité. Mais évidemment, peut-être aujourd'hui, toutes les mutuelles peut-être n'en ont pas la capacité, mais quelques-unes peuvent bien avoir la capacité et bien probablement rentreront en négociation avec l'agence pour voir ce qui est possible dans ce sens. Mais lorsqu'un bénéficiaire arrive peut-être avec quelques problèmes après et puis n'arrive plus à poursuivre la cotisation, qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est le premier problème que rencontrent les mutuelles. Ils ont des membres et puis les membres, au bout d'un certain moment, on n'arrive plus à cotiser ou bien on dit, bon, depuis longtemps que je cotise, je ne suis pas tombé malade, aucun membre de ma famille est tombé malade et puis je ne fais que cotiser. Vous voyez? Est-ce qu'à votre niveau, vous avez pris en compte ces paramètres-là? Oui, il y a un travail de sensibilisation, de pédagogie à faire. Quelqu'un me disait la dernière fois qu'il y a un travail de persuasion à faire. On n'ira pas par la contrainte. Bientôt, je vous l'ai dit, l'assurance maladie sera obligatoire pour tous ceux qui résident au Bénin. Et donc, d'une manière ou d'une autre, vous devez souscrire à une assurance maladie au cours de l'année. Que ce soit dans Arche, que ce soit chez l'assureur privé, que ce soit auprès du mutuel, peut-être.
vous devrez l'avoir. Mais nous parlons de ceux qui sont dans les secteurs informels, ils n'ont aucune contrainte. Et donc, si on doit les faire bénéficier, comment vous allez arriver par la chicotte? C'est pas par la chicotte quand même que... Quand ils vont comprendre, lorsque sa femme va accoucher et que la dose va se remonter à 200 000, 300 000, alors qu'il aurait suffi seulement de payer 16 000, 17 000 d'assurance maladie pour bénéficier de ces services, ils vont comprendre. Mais il y aura un effort de communication, de sensibilisation, d'éducation et de persuasion. Et ce qui va aussi plaider en faveur de l'assurance maladie, c'est le témoignage de ceux qui ont déjà bénéficié de l'assurance maladie. Des gens ont été pris en charge dans les centres de santé pour 300 000, pour 600 000. Ils ne s'en revenaient pas. Après avoir obtenu une carte d'assurance maladie gratuite financée par l'État, ils sont tombés malades, ils sont allés à l'hôpital et les factures pleuvaient, les médicaments venaient. À la fin, on dit, monsieur, non, rentrez, vous ne payez rien. Il dit, c'est pas possible. Il dit, oui, ça c'est la puissance de la carte de votre assurance maladie. Et donc, ces témoignages vont conforter ceux qui doutent de la qualité du service et surtout ce qui intéresse aussi les assurés, c'est de savoir qu'ils ont droit aux médicaments pour leur prise en charge. Vous n'allez pas courir dans des pharmacies pour chercher. C'est pourquoi tous nos médicaments sont disponibles dans les centres de santé. On vous prend en charge, on vous évalue, on vous soigne et on vous donne les médicaments. Donc vous rentrez directement à votre médicament. Et ça fait la différence. Avec la mutuelle, entre-temps, la cotisation passée à le coût. Avec H, combien va revenir une cotisation mensuelle, par exemple, au-delà des extrêmes pauvres? Oui, non. Ce qui est fait aujourd'hui et concerne spécifiquement les extrêmes pauvres qui sont pris en charge par l'État. L'État, quand les données techniques seront produites pour le gouvernement va communiquer autour des montants, et parce que l'assurance sera rendue obligatoire par la loi, et les montants de prise en charge, il y aura un panier de base qui est obligatoire pour tout le monde. Certains vont chercher à prendre des paniers plus complets et s'assurer pour plein d'autres risques. Ça aura son coût. Et donc, pour l'instant, je ne peux pas vous dire c'est tel montant. Je connais à peu près ce qu'on paye pour le compte des pauvres extrêmes pour leur prise en charge. Et ça, c'est issu des analyses techniques. Alors, les bénéficiaires, lorsque les cartes sont délivrées, est-ce qu'ils sont laissés à eux-mêmes? Parce que vous allez peut-être dans un village, il a sa carte, son enfant tombe malade, ou bien lui-même il tombe malade, et il n'a pas automatiquement cette culture de dire « Ok, j'ai ma carte, je peux aller dans un centre de santé. » Donc, toujours la peur d'aller beaucoup dépenser fait que, bon, on préfère se traiter à la maison alors qu'on a la carte. Quel est le travail qui est fait pour faire comprendre à ces bénéficiaires que du moment où vous avez la carte, vous ne devrez plus donc avoir peur d'aller dans les centres de santé publics? Je dois reconnaître que ce travail a été fait localement, mais ça n'a pas beaucoup porté. Et nous l'avons fait dans le cadre de la phase pilote. Et pour ne pas perturber les communes qui n'ont pas déjà accès, on a communiqué sur les radios locales. Mais l'information semble ne pas suffisamment passer. Et les gens, parfois, vont dans les centres de santé, ont leur carte en poche, se font soigner. C'est qu'au moment de payer, pour sortir l'argent dans leur sacoche, on a l'argent, mais on a la carte de RAVUP. Et quand l'infirmier ou le médecin est vigilant, il dit, ah non, tu as cette carte, tu ne dois rien payer. Et donc, ce n'est pas encore effectivement rentré dans les habitudes. Comme nous sommes rentrés dans la phase de généralisation, nous pouvons communiquer maintenant au grand public et dans toutes les langues l'utilité et l'importance de la carte et inciter les gens à les utiliser toutes les fois qu'ils vont dans les centres de santé. C'est un travail de communication qui va se faire. Nous comptons sur les mutuelles, nous comptons sur les relais communautaires qui jouent un grand rôle dans le secteur de la santé et qui vont nous accompagner dans ce processus pour informer les détenteurs de la carte et d'accéder facilement aux soins dans les centres de santé. Et la généralisation, comment ça se fait concrètement? Parce que la généralisation, ça concerne pour le moment encore toujours les privilégiés du gouvernement, les pauvres extrêmes pauvres toujours. Nous sommes toujours sur les quais, nous observons. Comment ça se fait? Parce que nous savons que vous n'allez pas mourir de cause de maladie et avant la fin de cette année. Amen. Mais non, de façon concrète, nous avons adopté une stratégie de génération progressive. En décembre, nous avons reçu la carte biométrique, on a reçu 180 000 cartes biométriques pour 14 communes. Donc, Cotonou, Nifanyi, Avrancourt, et j'en passe. Et pour ces communes, nous avons un cycle de déploiement. Nous avons commencé par Cotonou. Et les cartes se distribuent à domicile pour chaque ménage. On a un registre, on envoie des agents,
qui remettent les cartes individuellement aux membres du ménage et chacun signe devant son nom avec son contact. Et parallèlement, comme je vous l'ai dit, on est en train de déployer donc des médicaments dans tous les centres de santé publics et confessionnels de Cotonou. Ainsi, tous nos bénéficiaires de Cotonou pourront aller dans les centres de santé, se faire prendre en charge gratuitement pour l'ensemble des pathologies du panier de soins. Et ça aussi, parfois, les gens ne retiennent pas forcément les grandes pathologies du panier de soins. C'est vrai, à cette date, ne prenons pas en charge certaines pathologies comme l'hypertension, le diabète, qui sont des pathologies de longue durée qui coûtent aussi cher et aussi bien cher pour les patients que pour l'assureur, mais un travail en cours pour voir comment progressivement intégrer ces pathologies. Parce que pour la phase pilote, on a à peu près 4% de nos bénéficiaires qui ont déclaré ou qui ont été examinés pour des cas d'hypertension et à peu près 2% pour des cas de diabète. Et donc, on peut bien voir dans quelle mesure insérer ces pathologies dans le panel de soins très prochainement. Donc, nous allons déployer pour Cotonou. Et dans quelques jours, vous allez nous voir du côté de Avrancourt, de Ifani, où on va lancer et on va également donc distribuer les cartes dans tous les ménages éligibles dont nous disposons des cartes. On va remonter progressivement. On a Lokosa, on a d'autres communes, on a 14 communes de toute façon. On a Basila, on a Kandi, etc. Depuis le 23 novembre dernier, on a lancé avec l'INSAE l'enquête dans les 56 communes qui restent. Parce qu'on a 7 communes pilotes, on a 14 communes qui étaient finies, et donc ça fait 21 communes bouclées pour lesquelles l'assurance maladie va être généralisée. Mais dans les 56 communes, l'INSAE, depuis novembre, a envoyé des agents sur le terrain pour aller faire l'enquête dans les ménages et pouvoir calculer le score des gens. Ils sont à plus de 74% d'achèvement de ce processus. Donc d'ici la fin de ce mois, on va accueillir les données de nouvelles communes. Et nous pourrons donc autoriser l'impression des cartes pour cette commune. Peut-être mi-février, fin février, on aura encore des cartes pour à peu près une dizaine ou une vingtaine de communes que nous allons déployer. Et jusqu'à fin mars, probablement, on aura les cartes pour toutes les autres communes et la distribution va se poursuivre sur toute l'étendue du territoire national. Dans notre agenda, avant fin juin, nous aurions distribué les cartes dans les 77 communes. Et comme ça, tous nos pauvres seront dans notre base prise en charge et on va tendre la main à vous qui êtes pressés de venir. Parce que vous comprenez l'importance de l'assurance maladie. Eux, ils n'en comprennent pas forcément l'importance. Et malgré qu'ils aient gratuitement la carte, comme votre collègue vient de le dire, ils peuvent garder la carte et ne pas aller aux soins quand ils sont malades. Et il y a un travail de communication. Peut-être, lorsqu'on va ouvrir aux autres usagers, et aux fonctionnaires, aux salariés du privé, ça va entraîner de l'émulation et puis l'information va plus circuler et les pauvres vont commencer par mieux utiliser leur carte. Il y aura des effets d'encombrement, qu'on appelle, il y a du monde au niveau des centres de santé. Les centres de santé, exactement. Les centres de santé sont préparés pour ce processus. C'est pourquoi, si on ouvre l'assurance maladie aux fonctionnaires, aux salariés du privé, vous allez voir, on va observer rapidement cet effet-là. Oui, parce que ceux qui, peut-être avec un petit paille restent à la maison pour faire du traitement, de l'automédication. Tout le monde maintenant va se ruer au niveau des centres de santé. À partir du moment où nous cotisons. Et donc là, ces centres seront submergés. Est-ce que l'État a prévu d'augmenter, en tout cas, en termes de construction, d'infrastructure, de personnel? Est-ce qu'il y a une politique du genre qui Je sais que depuis 3 ans, le ministère de la Santé travaille sur le sujet. Et un vaste programme de recrutement de beaucoup de médecins est en cours de finalisation, toujours dans la perspective de H, parce que ces problèmes ont été évoqués, et dans le cadre de la généralisation de H, on s'attend à observer des phénomènes éventuellement d'encombrement. On l'avait créé, même pour la phase pilote. Heureusement, ça n'a pas été observé pour la phase pilote, mais cela peut venir dans la phase de généralisation. Le ministère de la Santé y travaille, la mise en norme du plateau technique, l'augmentation du nombre de médecins, et le redéploiement du personnel, et puis la création d'autres centres de référence. Le ministère de la Santé y travaille sérieusement. Et le ministère de la Santé est membre du comité de suivi du projet ARCH. Oui, bien sûr, le délai n'est pas, que vous évoquez tantôt, n'est pas très court pour espérer. Non, c'est un travail qui a commencé au niveau du ministère de la Santé depuis des années. Ce n'est pas aujourd'hui. Et nous travaillons en synergie. Le ministère de la Santé connaît notre agenda et travaille en fonction de ça. Et donc, normalement, si tout marche bien, on sera au rendez-vous des deux côtés.
Entre-temps, il y aurait eu la présidentielle. Donc, est-ce que... Qui viendra casser forcément un peu les agendas. Non, malheureusement, moi, je n'ai pas cet agenda dans la tête. Moi, je suis en charge d'un dossier technique et ça nous occupe à fond et on s'en occupe véritablement pour atteindre les objectifs. J'aime votre pessimisme, non pas votre optimisme, plutôt beaucoup plus. Je dirais par rapport à cette question de cette phase de généralisation toujours, il y a certains aujourd'hui qui estiment que dans le panier de soins, il y a une possibilité d'élargir un peu ce panier de soins ou est-ce que c'est fermé et puis c'est tout? Non, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a la possibilité d'élargir le panier de soins. Mais il y a un risque derrière. Vous savez, quand vous élargissez le panier, vous augmentez le prix. Vous ajoutez des pathologies, vous augmentez le prix. Lorsqu'on va dire à ceux qui doivent payer leur assurance maladie que vous êtes tenu de payer pour l'hypertension, de payer pour le diabète, de payer pour d'autres affections, le cancer, etc., le panier augmentera de prix et les gens seront de plus en plus réticents. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous allez chez les assureurs privés, le minimum, c'est 180 000 francs par personne par an. Ce qui fait que beaucoup de fonctionnaires, beaucoup d'individus ne sont pas capables de s'offrir une assurance maladie. C'est pourquoi nous travaillons sur un panier de base. Sur les affections les plus courantes, on est sûr qu'au cours d'une année, généralement, 70% des Béninois souffrent du paludisme. Donc vous dites, pour votre paludisme, vous n'allez plus dépenser 6 000 vous-même. L'État vous prend en charge ou vous payez 3 000 à l'avance et puis vous êtes couvert pour ça. Les gens feront une infection digestive, les gens feront une infection respiratoire. Peut-être leur femme va, dans les 2 ans, leur femme va accoucher. Et quand vous accouchez, ce n'est pas 6 000 quand c'est une césarienne, et c'est de l'ordre de 100 000, 200 000. Et donc, si vous payez l'assurance maladie, vous avez cette couverture pour votre épouse. Vous avez la couverture pour vos enfants. Et ceux qui comprennent viendront faire le processus. Et nous avons l'expérience de Rwanda. Le gouvernement a commencé par 2-3 pathologies. Et les populations estiment que ce n'est pas suffisant, il faut nous ajouter telle pathologie. On va dire, ok, c'est bien, c'est simple. Si j'ajoute cette pathologie, la prime passe de 2 000 francs à 3 000. Et on dit, ok, d'accord, ils ont payé. Et après, on dit, mais on a telle autre pathologie, dans votre milieu, il faut ajouter. On dit, ok, si on ajoute telle pathologie, la prime passe de temps à temps, certains commencent par rechigner. Et bon, donc vous décidez. Si vous êtes prêt à augmenter la prime, nous on ajoute des pathologies. Parce que ajouter une seule pathologie entraîne un coût. Si nous prenons par exemple le cas de dialyse, ça peut coûter autant que toutes les autres pathologies. Si vous décidez donc d'intégrer une prise en charge comme la prise en charge de la dialyse, vous doublez automatiquement le prix du panier de soins. Ceux qui ne courent aucun risque de ces pathologies vont estimer que c'est trop cher. Ils n'ont pas intérêt à prendre. C'est pourquoi l'ajout de ces pathologies doit être progressif et on va trouver des mécanismes optionnels pour accompagner ceux qui souffrent de ces affections. Il ne faut pas systématiquement alourdir le panier et le prix pour tout le monde. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire un travail pour essayer de distinguer un peu les paniers, celui qui souffre peut-être, donc celui qui est, qui souffre d'une pathologie qui n'est pas encore prise en compte. On peut avoir un panier spécialement pour ça et quand il vient s'enregistrer, il dit ok, je veux spécialement ce panier-là. Oui, non, il est possible. Plusieurs mécanismes existent. Il est possible, par exemple, de venir à Arche, d'acheter le panier de base, d'aller chez un assureur privé pour dire je vais prendre une complémentaire. Et donc, H m'assure déjà pour mes maladies courantes, hypertension peut-être, diabète ou autre, et paludisme. Maintenant, je sais que j'ai des risques de faire un cancer de la prostate, j'ai des risques de faire un traumatisme crânien, etc. H ne couvre pas ça. Si vous allez me couvrir que pour ça, combien ça me coûte? Et les gens le font. Donc, dans les pays où ça existe, vous avez les complémentaires qui sont possibles. Vous prenez l'assurance de base auprès de l'opérateur de l'État, et puis après, vous allez chez des privés souscrire aux complémentaires. Maintenant, si l'agence décide, et avec l'accord du gouvernement, de faire des complémentaires, ce serait également possible de faire des complémentaires. Alors, si je devais faire une comparaison avec ce que nous avons aujourd'hui, Arche, et ce qui se fait au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, quelle est la nuance, quel serait le bénéfice apport de plus-value? Quelle plus-value le Bénin apporte en matière de modèle? Le mécanisme inventé au Bénin n'existe nulle part. À savoir, non pas seulement traiter la santé des gens, mais leur offrir des services pour leur éviter même ces cas de maladie. Et donc,
Et le Bénin est en train d'innover dans le secteur de la protection sociale. Les partenaires l'ont reconnu. Tout le monde reconnaît que c'est un modèle innovant, inédit. Et nous avons obtenu l'accompagnement de la Banque mondiale, de l'USAID, et de l'UNICEF, et même du système des Nations Unies en général, pour appuyer H, parce que c'est véritablement innovant et ce serait une révolution dans le secteur de la protection sociale. Alors, M. Célestin Venant-Quenom, on va passer à une autre étape de cette émission. Vos bénéficiaires, si je peux le dire comme ça, sont des gens qui ne vous connaissent pas forcément. Ils sont bénéficiaires du projet, ils en profitent, mais bon, ils ne savent pas forcément qui est derrière, qui coordonne tout ce travail technique et tout. Nous allons leur permettre donc de mieux vous connaître dans votre vie active. Alors, si on parle donc de Célestin Venant-Quenom dans la vie active, qu'est-ce qu'on peut y retenir? Venant-Quenom, c'est d'abord l'enseignant d'économie de la faculté des sciences économiques de gestion de l'université d'Abomey-Calavi, qui a eu le privilège d'être appelé par le chef de l'État pour l'accompagner dans la mise en place de son projet d'assurance pour le renforcement du capital humain. Et donc, Venant-Quenom, c'est d'abord l'enseignant dans l'âme, avant d'être coordonnateur de projet et maintenant directeur de l'Agence nationale de protection sociale, qui a en charge la gestion des services du projet ARCHE. Alors, est-ce que M. Quenom s'intéresse à la politique ou en tout cas en dehors quand même de la vie enseignante? Est-ce qu'il y a autre chose que vous faites? Pour le moment, je ne suis pas en politique. Je n'ai jamais fait la politique juste là et pour le moment, je ne suis pas encore entré en politique. Et je suis resté un peu sur mes bords de technicien. Et côté famille, qu'est-ce qu'on peut savoir de M. Quenom? Oh, marié, père de 3 enfants. Et membre d'une grande famille, la famille des Quenom. Qu'est-ce que vous mangez très souvent en famille lorsque vous vous retrouvez avec madame et les enfants? Votre plat préféré? Mais je préfère bien les légumes et la pâte. Oui. Alors, vous êtes dans un secteur qui amène quand même à, je ne dirais pas copier, mais à s'inspirer certainement donc d'autres modèles. On a parlé tout à l'heure, par exemple, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, qui font déjà un travail. Alors, est-ce qu'il vous arrive parfois donc de sortir donc du pays, de voyager, de vous retrouver dans d'autres pays? Ah oui, moi j'ai beaucoup voyagé. Même dans le cadre de mes études ou de ma vie antérieure d'enseignant-chercheur, j'ai beaucoup voyagé. J'ai fait une partie de mes études en France. J'ai découvert le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali et d'autres pays. Et même dans le cadre du projet ARCHE, on a effectué beaucoup de voyages au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. J'ai envoyé des collaborateurs, même en Turquie, sous le financement de la Banque mondiale. Et certains sont allés au Rwanda pour s'enquérir de leurs expériences et afin qu'on puisse enrichir notre projet. On veut éviter de commettre les erreurs que les autres ont commises. Et donc, ce qui nous fait beaucoup travailler pour nous assurer que nous posons les bons pas aux bons endroits pour ne pas créer de problèmes. Parmi ces pays, quel est ce pays-là qui vous fascine le plus? J'admire la discipline du Rwanda. Mes amis sénégalais communiquent beaucoup, mais ce que je leur ai dit la dernière fois, la prochaine fois qu'on va se rencontrer, le Bénin va vous dépasser en termes de performance par rapport à son assurance maladie. Et nous y sommes presque. La discipline du Rwanda par rapport au Bénin, un peu de pagaille, quelle comparaison vous faites? Non, c'est que pendant longtemps, le Béninois a été opprimé, oppressé pendant la Révolution et on a compris la démocratie comme du laisser-faire, comme du laisser-aller, ce qui n'est pas vrai. Si certains pays démocratiques peuvent se permettre de casser et de brûler, dans un pays pauvre, casser et brûler a un coût énorme. À chaque fois, nous faisons des grèves aussi bien à l'université qu'ailleurs et que nous détruisons le matériel public. Je me demande si on a conscience que c'est probablement l'argent qui doit servir à acheter des médicaments dans les centres de santé que le gouvernement sera obligé de détourner pour venir réparer. L'habitude humaine, vous savez, les étudiants au cours d'une grève ont brûlé le service de scolarité de la FASEG. Mais ça sort de l'entendement. Des étudiants, ce n'est pas des badauds, des étudiants qui viennent brûler le service de la scolarité, sachant que là sont stockés leurs diplômes, les registres
des copies, les registres des résultats d'examen. Si tout ça part en fumée, comment pourrez-vous justifier votre parcours académique? Non. Ça peut se passer avec des dockers, mais pas avec des étudiants. Vous voyez, donc on a mal compris notre liberté et on ne sait plus donner de limites dans notre liberté. Et ça nous a beaucoup pénalisé. Je crois qu'il faut pour les Béninois, la démocratie s'accompagne de discipline. Si nous ne sommes pas disciplinés, nous n'irons nulle part. Si vous arrivez de sortir un peu de l'agence, et puis de la vie enseignante, et puis pour vous évader un tout petit peu, quel est votre élément de distraction? Je ne dirais pas, on ne sait pas. Comment vous faites pour vous? J'adore le théâtre. Le théâtre. Ouais. J'ai fait une petite expérience quand j'étais à l'université avec les Marcel Orofico, les Koto Yerima, les Ignace Yetinou. J'étais tout petit, donc en première année d'université, j'ai adhéré à la troupe des étudiants de Calavi. Et donc j'adore le théâtre, j'aime bien voir le théâtre, j'aime bien aller au théâtre. Mais au Bénin actuellement, le théâtre, ce n'est pas forcément ce qui est courant. Malheureusement. Vous avez gardé les rapports avec ces acteurs-là, il y a un CTO qui est toujours... Oh, tout à fait, tout à fait. On est devenus de très bons amis. Si vous devez jouer un rôle dans une pièce, lequel vous... Et je vais vous faire sourire. J'ai été retenu pour jouer le rôle de Mathieu Kérékou dans la pièce Claire Sombre. Ah bon? Ah oui. Vous identifiez au personnage, apparemment? Non, bon, parmi ceux qui à l'époque étaient candidats au poste, on a fait un petit test et finalement j'étais retenu pour jouer le rôle de Mathieu Kérékou. Alors, tout à l'heure, côté famille, vous avez dit que vous avez 3 enfants. On peut dire, entre griffes, une petite famille, pas beaucoup. Alors, mais quelle que soit la taille de la famille, la gestion, c'est quand même souvent compliqué. Vous qui êtes enseignant, après, du côté de... Quel est le temps dont vous disposez, la gestion de la famille? Bon, heureusement que j'ai une épouse qui s'en occupe à merveille. Et quand vous êtes dans mes fonctions, vous avez très peu de temps pour votre famille. On rentre très tard et la famille en souffre. Même le week-end, vous êtes obligé de travailler. Et parfois, si vous cumulez avec les activités académiques, les étudiants qui vous sollicitent pour faire des mémoires, pour faire des soutenances, et vous sacrifiez vos week-ends pour ces activités, et du coup, vous n'avez presque plus de vie familiale. Mais bon, on fait avec. On sait qu'on est en train de servir une cause noble, et aucun sacrifice n'est de trop. C'est vrai que vous n'êtes pas politique, et pour le moment, vous n'y songez même pas. Mais vos enfants, est-ce qu'il y en a? S'ils sont déjà assez grands, est-ce qu'ils s'intéressent à la politique? Non. Peut-être même histoire familiale, c'est parce que je n'ai pas vu mon papa s'intéresser à la politique que moi, ça ne me dit rien. C'est hérédité. Et comme je ne m'intéresse pas à la politique, il est presque évident qu'il ne s'intéresse pas à la politique. Mais bon, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Alors, vous êtes coordonnateur donc, du projet H. Vous avez de long en large expliqué le fonctionnement et tout ce qui va avec. C'est vrai, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a eu assez de garanties, il y a eu assez de choses qui sont faites pour que du jour au lendemain, le projet ne disparaît pas. Mais vous, on peut vous enlever du jour au lendemain, vous pouvez quitter. Vous avez peur après vous, H? Non. Excusez. Moi, je fais totalement, entièrement confiance au chef de l'État qui surveille comme du lait sur le feu le projet Arche. Même si je pars du poste, je suis convaincu que le président mettra à la place d'autres compétences probablement capables de faire mieux que moi. Et donc, on n'est que des serviteurs. Et nul n'est éternel. Et je sais que le président de la République tient à la qualité, à la compétence. Et il n'y aura probablement pas un directeur de l'agence qui aurait un profil en dessous du mien. Alors, nous tirons vers la fin de cette émission, mais avant, vous allez conclure à votre niveau. Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau. C'est la première pour moi, merci. Et je voudrais surtout attirer l'attention des uns des autres sur la nécessité, 1, de faire leur avis, 2, de demander leur carte nationale d'identité biométrique. Parce que c'est le sésame pour accéder au service de Arche.
Nous avons fait l'effort pour offrir les cartes biométriques de RAVIP à tous nos bénéficiaires privilégiés. Les autres ont la responsabilité d'aller chercher eux-mêmes leurs cartes avant de venir bénéficier des services de Arche. Et comme je vous l'ai dit, si d'ici mi-juin, ils ont leurs cartes et que le gouvernement autorise l'ouverture des services de Arche au reste de la population, ils pourront venir prendre leur assurance maladie, bénéficier des autres services de Arche. Donc, ma forte recommandation est que chacun commande sa carte nationale. C'est la carte d'identité nationale biométrique. C'est une carte à tout faire. Ça va au service de carte d'identité nationale, mais ça va vous permettre d'accéder aux services de Arche et à d'autres services. Donc, c'est mon appel en direction des populations. Et ceux qui ont déjà leur carte biométrique dans nos différentes localités, qu'ils sachent qu'ils ont droit à des services gratuits de prise en charge au regard du panier de soins dont on leur a parlé. Il faut, pour tous les cas d'affection qui se rendent dans nos centres de santé publics ou confessionnels, pour se faire prendre en charge. Ils n'auront, surtout pour la consultation, ils n'auront à payer aucun franc. Si leur pathologie se trouve dans le cadre du panier de soins, ils auront une prise en charge totale pour les analyses et les médicaments gratuits. Ça, il faut qu'ils le comprennent. Quand vous êtes malade, ne vous demandez même pas si ma pathologie est éligible ou pas. Allez d'abord dans un centre de santé pour vous faire prendre en charge. Alors, chers amis internautes, merci de nous avoir suivis. Nous avons parlé aujourd'hui sur Gros Plan du projet Arche, Assurance pour le renforcement du capital humain. Nous étions avec Célestin Venant-Kenom. Il est le directeur de l'agence qui s'occupe de la gestion de ce projet. J'étais en studio avec Arnaud Doumanhou du site d'information leportail.info. Merci d'avoir été là et à la prochaine.